lettres qu'elle n'a jamais envoyées. Une femme peut-elle construire toute sa vie sur un mensonge dit par amour, et malgré tout mériter d'être aimée en retour? L'archiviste arriva à Vienne à l'automne 1961, 2 semaines après l'érection du mur à Berlin et 3 jours avant de trouver la première lettre. Elle était venue aux archives d'État autrichiennes pour une bourse de 6 mois, chargée de cataloguer une collection de correspondances personnelles non réclamées, saisies auprès de familles juives pendant la guerre, des lettres qui n'avaient abouti nulle part, vues par personne pendant près de 2 décennies. Elle était précise, silencieuse et méthodique dans tout ce qu'elle faisait, et elle préférait la compagnie du papier à celle des gens. Ce n'était pas de la timidité. C'était une armure. Elle avait grandi dans une petite ville de Bohême, fille d'un horloger, et elle avait appris très tôt que les sentiments, comme les horloges, fonctionnent mieux lorsque personne ne touche au mécanisme. L'historien arriva dans les mêmes archives un mardi matin, sentant le tabac et portant une mallette maintenue fermée par une lanière de cuir parce que le fermoir était cassé et qu'il n'avait pas pris la peine de le réparer. Il était autrichien de naissance, professeur à l'université de Graz, spécialisé dans les personnes déplacées et les migrations en temps de guerre, et il était profondément, dérangeamment charmant, de cette manière dont les hommes le sont lorsqu'ils ne savent pas qu'ils le sont. Il posa sa mallette cassée sur la table en face d'elle et dit, sans préambule, qu'elle était assise à sa place habituelle. Elle se déplaça. Non parce qu'il l'avait demandé, mais parce qu'elle était trop surprise pour argumenter. Ils travaillèrent dans la même salle pendant une semaine avant d'échanger autre chose que des phrases polies et professionnelles. Les archives imposaient le silence, et ils en étaient tous deux, à leur manière, reconnaissants. Mais le papier crée la conversation. Elle trouva dans la collection une lettre d'une femme à Prague adressée à un homme à Budapest, datée de 1939, décrivant un marché d'hiver et une paire de gants achetés pour quelqu'un qui ne les recevrait jamais. Elle la laissa de son côté de la table avec un mot dans son écriture précise, « Cela appartient à votre section ». Et il la lui rendit avec un mot dans son écriture lâche et désordonnée, « Je pense que cela n'appartient à aucune section. Je pense que c'est simplement triste. » Après cela, ils parlèrent. La difficulté n'était pas qu'ils parlaient. La difficulté était de quoi ils parlaient, et à quelle vitesse cela passa des lettres à eux-mêmes, de l'histoire au temps présent, du professionnel au personnel, de la manière dont l'intimité progresse lorsque 2 personnes sont à la fois seules, brillantes et coincées dans la même pièce froide pendant 8 heures par jour. En novembre, elle déjeunait avec lui. À la fin novembre, elle riait de choses qu'il disait avant même qu'il ait fini de les dire. En décembre, elle était amoureuse de lui, ce qu'elle reconnut avec la même certitude calme et clinique qu'elle appliquait à tout, et qui la terrifiait complètement. Elle était fiancée à un homme resté à Prague. Pas de cette manière vague et délabrée d'un arrangement tacite. Elle était formellement, précisément, récemment fiancée à un ingénieur en structure qu'elle connaissait depuis 4 ans, un homme bon et stable qui l'avait demandé en mariage en septembre, 2 semaines avant qu'elle ne parte pour Vienne, et à qui elle avait dit oui parce qu'elle croyait, à ce moment-là, que la bonté et la stabilité étaient ce qu'elle voulait. Sa bague était dans la poche de son manteau. Elle l'avait enlevée à son arrivée, se disant que c'était pour la protéger, se disant que cela ne signifiait rien. C'était le mensonge central des 3 mois suivants. Elle ne parla pas de ses fiançailles à l'historien. Elle se dit qu'il n'y avait rien à dire. Ils étaient collègues. Ils étaient amis. Elle ne faisait encore rien de mal. Tels étaient les arguments qu'elle se répétait la nuit dans sa chambre louée, allongée sans parvenir à dormir, écoutant les tramways sur la Ringstrasse. Mais elle savait, dans cet endroit honnête sous les arguments, que le silence est une forme de mensonge en soi, et qu'elle construisait avec l'historien quelque chose qui ne pourrait pas survivre lorsque la vérité surgirait plus tard, sous la forme d'une surprise. Il tomba amoureux d'elle plus lentement, c'est-à-dire qu'il ne le reconnut pas avant que cela ne l'ait déjà complètement envahi. Il remarqua d'abord qu'il travaillait mieux lorsqu'elle était dans la pièce. Puis qu'il travaillait moins bien lorsqu'elle n'y était pas. Puis qu'il avait commencé à arriver plus tôt chaque matin, non pas parce que les archives ouvraient plus tôt, mais parce qu'elle arrivait tôt, et que les 40 minutes avant l'arrivée des autres chercheurs, quand il n'y avait que 2, la pâle lumière de l'hiver viennois et un thermos de café qu'elle apportait de son appartement, étaient devenus la partie de chaque journée à laquelle il comparait tout le reste. Il lui dit, par un après-midi froid de janvier, qu'il pensait qu'ils devraient dîner ensemble. Pas en tant que collègues. Il le dit en regardant la table, puis releva les yeux, et son expression était si prudente et si pleine d'espoir qu'elle sentit le mensonge qu'elle portait comme un poids physique,
appuyant contre son sternum. Elle dit oui. Ils dînèrent dans un petit restaurant près du Nashmark où les tables étaient couvertes de nappes rouges et où le propriétaire le connaissait par son nom. Ils parlèrent pendant 3 heures. Il la raccompagna chez elle à travers la neige et s'arrêta à la porte de son immeuble et lui dit, sur le ton le plus formel et le plus sérieux, qu'il n'était pas le genre d'homme à faire cela à la légère. Elle ne sut pas quoi faire de cette information. Elle avait envie de pleurer. Elle sourit à la place. Elle l'embrassa. Puis elle monta dans son appartement, s'assit au bord de son lit encore vêtu de son manteau, et comprit qu'elle ne pouvait pas continuer. Elle écrivit 2 lettres cette nuit-là. La première était pour l'ingénieur à Prague, et c'était la lettre la plus honnête qu'elle ait jamais écrite, et elle fut dévastante à écrire. Elle lui dit qu'elle était désolée. Elle lui dit qu'elle avait fait une promesse qu'elle n'était pas capable de tenir, et qu'elle le savait depuis plus longtemps qu'elle ne se l'était admis à elle-même, et qu'il méritait plus qu'une femme qui devait se convaincre de l'aimer. Elle lui dit que la bague était dans la poche de son manteau, qu'elle y était depuis septembre. Elle ne lui parla pas de l'historien. La seconde lettre, elle ne l'envoya pas. La seconde lettre était pour l'historien, et elle l'écrivit parce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute ce qu'elle contenait. Elle lui parla des fiançailles. Elle lui dit qu'elle les avait cachées. Elle lui dit que cette dissimulation avait été une forme de lâcheté dont elle avait honte, et qu'il devait connaître toute la vérité avant que quoi que ce soit n'aille plus loin, et qu'elle comprendrait si cette connaissance changeait la manière dont il la voyait. Elle l'a relut 2 fois, la scella et l'a mis dans le tiroir à côté de son lit. Le matin, elle se rendit aux archives. Elle prévoyait de lui dire. Elle prévoyait de simplement le dire, clairement, sans la lettre, qui avait déjà rempli son rôle en l'aidant à organiser ses pensées. Mais lorsqu'elle arriva, il n'était pas à sa table habituelle. À sa place se trouvait une collègue de son université, une femme en manteau de laine qui dit que l'historien avait été appelé à retourner à Graz en urgence. Une affaire concernant son poste universitaire. Il était parti ce matin-là. Il avait laissé un mot. Le mot disait « Je suis désolé de partir sans prévenir. J'espère que vous savez ce que ces derniers mois ont représenté pour moi. J'écrirai. » Il n'écrivit pas. Elle attendit 6 semaines. Elle se dit qu'il était devenu occupé, que la vie universitaire était réellement accaparante, qu'il y avait 100 explications ordinaires au silence. Elle catalogua de la correspondance. Elle observa les mots des autres, écrits et jamais reçus, et pensa à la lettre dans son tiroir. En mars, avec 2 semaines restantes de sa bourse, elle demanda à un collègue de lui fournir une adresse de réexpédition. Le collègue la regarda avec une expression qu'elle ne comprit pas immédiatement. Il n'était pas retourné à Graz pour une affaire universitaire. Il était retourné parce que sa femme était malade. Sa femme. Dont il n'avait pas parlé. Dont l'archiviste ignorait l'existence, parce qu'il avait retiré son alliance en septembre, 2 semaines avant son arrivée, et ne l'avait pas remise. Elle resta assise dans un café pendant 4 heures après avoir appris cela et ne commanda rien. Elle comprit, avec une clarté presque physique, ce qu'elle avait été pour lui et ce qu'il avait été pour elle. 2 personnes entraient dans les mêmes archives en portant le même poids caché, et qui avaient trouvé l'une dans l'autre non pas une solution mais un miroir. Cette prise de conscience ne la mit pas en colère. Elle la plongea dans le deuil. Pour les lettres des archives qui n'étaient jamais arrivées, pour les personnes qu'ils avaient failli être, pour les 3 mois qui devaient maintenant être reclassés, recatalogués, placés dans un autre dossier. Elle retourna à Prague en avril. Elle ne lui écrivit pas. Elle n'avait rien à dire qu'il ne sache déjà. 4 ans passèrent. Elle obtint un poste au Musée national. Elle construisit une vie tranquille et précise, faite de documents d'autrui, de l'histoire des autres. Elle n'était pas malheureuse. Elle était prudente. Au printemps 1965, elle reçut une lettre. L'écriture était lâche et désordonnée et elle la reconnut avant même de retourner l'enveloppe. Sa femme était morte l'automne précédent, après une longue maladie. Il avait passé le temps qui avait suivi, écrivait-il, à essayer de déterminer s'il avait le droit de la contacter. Il avait conclu qu'il ne l'avait pas, mais qu'il allait le faire malgré tout, et qu'elle devait se sentir entièrement libre de jeter la lettre. Il lui dit qu'il avait su, en quittant Vienne, qu'elle cachait quelque chose, parce qu'il cachait la même chose, et que cela avait été la malhonnêteté fondamentale de ces mois-là, et qu'il en était désolé.
Il lui dit qu'il avait pensé aux archives chaque jour pendant 4 ans. Il lui dit que ces 40 minutes du matin, avant l'arrivée des autres chercheurs, avaient été les 40 minutes les plus heureuses de sa vie d'adulte, et qu'il savait ce que cela pouvait donner à entendre, et que c'était néanmoins vrai. Il lui dit qu'il ne demandait rien. Il lui dit qu'il voulait seulement qu'elle sache qu'il n'avait pas disparu parce qu'elle n'avait pas compté. Il venait à Prague en juin, pour une conférence. Si elle souhaitait prendre un café, il serait à la bibliothèque municipale le 14 à 10 heures du matin. Si elle ne venait pas, il comprendrait et il n'écrirait plus. Elle lut la lettre 2 fois. Elle l'a mis dans le tiroir à côté de celle qu'elle n'avait jamais envoyée. La nuit du 13, elle sortit les 2 lettres. Elle relut la sienne. Puis elle relut la sienne à elle, celle de 1962, celle à propos des fiançailles, de l'alliance et de la lâcheté dont elle avait honte. Elle les plia ensemble. À 10 heures du matin, le 14 juin, elle entra dans la salle de lecture de la bibliothèque municipale de Prague et le vit debout près de la fenêtre, portant un manteau un peu trop grand pour lui, tenant une mallette encore fermée par une sangle de cuir parce que le fermoir n'avait jamais été réparé. Elle posa les 2 lettres sur la table devant lui et s'assit. Il les lut. Il lut d'abord la sienne à elle, lentement, et son visage passa par plusieurs expressions auxquelles elle ne pouvait donner de nom. Puis il lut la sienne à lui, plus rapidement, avec ce qui lui sembla être de la reconnaissance. Quand il eut terminé, il les posa et la regarda longuement. Puis il dit, très doucement, qu'ils avaient été idiots. Elle dit qu'elle était d'accord. Il dit qu'il avait réparé le fermoir de sa mallette 2 fois et qu'il continuait de se casser, et qu'il avait commencé à penser que c'était là une caractéristique de la mallette qu'il devait simplement accepter. Elle dit qu'elle pouvait y jeter un coup d'œil, s'il le souhaitait. Son père avait été horloger. Elle se débrouillait plutôt bien avec les petits mécanismes. Il fit glisser la mallette sur la table. Elle répara le fermoir en 4 minutes avec une épingle à cheveux et son ongle, travaillant avec la même précision silencieuse et délibérée qu'elle apportait à tout, tandis qu'il la regardait avec une expression qui n'avait rien de compliqué. Ils quittèrent la bibliothèque ensemble. Ils marchèrent le long de la rivière. À un moment donné, sa main trouva la sienne, et aucun des 2 ne le mentionna, parce qu'il n'y avait plus rien à cacher, et parce que certaines choses, une fois qu'elles arrivent sous la bonne forme, ne nécessitent pas de commentaires. Ils n'étaient pas jeunes. Ils avaient tous 2 commis de graves erreurs. Ils avaient tous 2 menti par peur et gardé des silences qui leur avaient coûté des années. Mais les lettres étaient enfin arrivées, et ils savaient tous 2 que ce genre de certitude n'avait pas besoin d'être mis à l'épreuve. Il resta à Prague pendant 3 semaines. Il s'y installa le printemps suivant, à un poste à l'université Charles, et ils se marièrent lors d'une petite cérémonie à l'automne, dans la salle d'audience du même bâtiment municipal où elle travaillait. L'archiviste portait une robe de la couleur de la lumière hivernale. L'historien avait enfin remplacé la sangle de sa mallette. Elle conserva les 2 lettres dans une boîte en bois sur son bureau pour le reste de sa vie, celle qu'elle avait écrite et jamais envoyée, et celle qu'elle avait reçue et à laquelle elle avait répondu simplement en franchissant une porte. Elle les catalogua, comme elle cataloguait tout, avec une étiquette dans son écriture précise. L'étiquette disait « Correspondance, livrée en retard ». Classée sous « Preuve ». Avez-vous apprécié l'histoire d'aujourd'hui? Restez encore un instant. Dites-nous en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous? Ce message vous a-t-il touché? Et si vous avez des idées pour de prochaines histoires, partagez-les, votre suggestion pourrait devenir notre prochaine vidéo. Laissez un like si ce message vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous pensez que quelqu'un pourrait apprécier ce message, partagez-le. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description. Certains sont affiliés, ce qui nous aide sans coût supplémentaire. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt pour une prochaine vidéo.